avec beaucoup de détails aujourd'hui. On aime beaucoup, on a beaucoup de choses à vous annoncer. Alors, il nous fait plaisir de vous accueillir au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est un grand jour pour nous encore une fois. Aujourd'hui, nous vous annonçons avec fierté 2 grandes nouvelles. La première est quand même quelque chose d'incroyable. La neige de ma cour extérieure est presque toute fondue en ce 3 mai. Cela signifie que je vous annonce aujourd'hui en grande pompe que l'été arrive finalement à Baie-Saint-Paul. Qui dit été dit MAC BSP avec sa programmation estivale. Et là voici la seconde nouvelle. Nous nous présentons aujourd'hui pour l'été 2019 toute notre programmation. Merci à toute l'équipe du musée, à nos commissaires ici présents aujourd'hui. Sans vous, cela serait impossible. À mon nom personnel et celui du conseil d'administration, je vous remercie d'être encore une fois avec nous. Je vous invite donc cet été à découvrir nos expositions estivales et le 37e symposium. Nous débutons avec René Derouin, Le mur des rapaces, volet 3. Pascal Baudet, notre commissaire, vient nous en parler. Tenez-vous-en. Je suis très heureuse de vous présenter l'exposition Le mur des rapaces de René Derouin. C'est le volet 3 de ce thème-là, parce qu'il a d'abord été exposé à Val-David, au centre d'exposition de Val-David, et ensuite au Mexique, à Guadalajara et à Mexico. Comme vous le savez sans doute, René Derouin est une figure majeure de l'art contemporain québécois. Il en est aussi un représentant unique qui a forgé son identité artistique tant au Mexique, qui est sa seconde patrie, qu'au Québec. Il travaille depuis près de 60 ans. D'ailleurs, son anniversaire vient de passer, là. Il vient d'avoir 83 ans. Alors, donc, il travaille depuis près de 60 ans à créer un univers tantôt abstrait, tantôt animé de figures humaines. Il vit à Val-David, dans les Laurentides, tout en retournant régulièrement au Mexique. Chevalier de l'Ordre du Québec, il est aussi récipiendaire de l'Ordre de l'Aigle aztèque, qui est la plus haute récompense mexicaine accordée à un étranger. Sa vision du territoire tire sa force de l'américanité. Pour lui, nous faisons partie d'un même continent et les frontières sont des obstacles majeurs. Le personnage du migrant, qui est avec les rapaces une constante dans l'exposition, traverse toute l'œuvre de l'artiste. René Derouin est un homme profondément humaniste, très conscient des inégalités sociales et des injustices. La série d'œuvres qui constitue le mur des rapaces tire son origine d'un mouvement de révolte de l'artiste envers les excès du capitalisme contemporain, qu'il a exprimé dans un texte intitulé « Société de rapaces ». Dans ce texte écrit en 2016, il s'indigne des paradis fiscaux et des entreprises qui dépouillent les États-nations de leur pouvoir et d'une partie de leurs revenus. Il se positionne aussi, à l'époque, c'était en 2016, contre l'austérité imposée par le gouvernement Couillard. Alors, l'aigle de la globalisation que vous avez sous les yeux, que je vous invite à regarder, c'est une des œuvres majeures de l'exposition. Elle résume le propos de l'artiste sous une forme symbolique. L'aigle, comme vous savez, c'est un rapace, c'est aussi l'emblème du Mexique. Et ici, il représente à la fois la vie et la mort. À gauche, vous avez la vie, qui est foisonnante et riche, et à droite, l'aigle est la manifestation de la mort. Donc, il piétine le reste du monde qui semble tout desséché, là, tout mort. Vous remarquerez à l'intérieur des corps des aigles toute une iconographie, un vocabulaire graphique qui est propre à René Derouin et qu'il répète d'œuvre en œuvre tout en ayant évidemment des variations. Alors à gauche, à l'intérieur de l'aigle, vous avez des personnages joyeux, vous avez le soleil, vous avez tout un vocabulaire plastique qui lui est vraiment propre, et à droite, des images plus sombres, mais qui font aussi partie de tout son vocabulaire plastique historique. Dans l'aile qui est à droite, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un personnage avec un sombrero. C'est Zapata, qui est un grand révolutionnaire mexicain.
Alors, vous voyez que les ailes cachent toutes sortes d'images, merci, d'images qu'on ne penserait pas y trouver. Le travail de René Drouin est toujours constitué de deux dimensions, la perception de loin, où on voit la forme dans sa totalité, et la perception de proche. Pour l'exposition, j'ai dû faire une sélection au sein d'un corpus qui est très riche. Il y aura 4 polyptyques, qui sont des œuvres gravées et peintes sur bois, et d'autres œuvres qui sont des techniques mixtes, dont par exemple l'aigle de la globalisation. Alors il y aura des dessins, des collages, des découpages et de la linogravure. Plusieurs de ces œuvres sont exposées pour la première fois au Québec. L'exposition au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est doublement importante pour René Drouin parce qu'elle commémore le 25e anniversaire du largage de 19 000 statuettes au fond du fleuve Saint-Laurent. Le samedi 14 septembre aura lieu une journée spéciale qui soulignera le largage avec une table ronde où je serai présente ainsi que l'un des 2 commissaires mexicains des expositions de 2018, José Manuel Springer. Il y aura aussi une présentation du phare, la sculpture de René Drouin qui se trouve près de l'Hôtel Germain et la projection d'un film de Julie Corbeil. Alors, je remercie le directeur et toute l'équipe et je remercie aussi les journalistes. Merci beaucoup, Pascal. On tient également à remercier notre présentateur principal de l'exposition, qui est Québécois, et aussi un co-présentateur, qui est la Galerie Michel Guimond. Encore une fois, c'est des partenaires importants qui nous permettent de présenter des expositions grandioses à Baie-Saint-Paul. À ce moment-ci, on va vous annoncer la seconde exposition qui se tiendra durant l'été, qui se nomme « Quand la lumière s'éteint, elle revient en noir » de Jacques Urtubise. Madame Frédérique Renaud, la conservatrice au BSP, va venir vous présenter l'œuvre en absence de Madame Anne-Catherine Léonard, qui a dû s'absenter aujourd'hui pour un conflit d'horaire professionnel. Je te cède la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse de prendre la parole en remplacement d'Anne-Catherine aujourd'hui pour vous présenter notre seconde exposition du bloc d'été 2019, donc « Quand la lumière s'éteint, elle revient au noir », des œuvres de Jacques Urtubise, parce que c'est, entre autres, un artiste que j'apprécie beaucoup, donc je suis très heureuse de pouvoir vous le présenter, même si ce n'est pas moi qui ai travaillé sur le projet. Donc, Jacques Urtubise est un artiste majeur de la peinture contemporaine au Québec. Urtubise nous rappelle, notamment par sa touche, de nombreux mouvements picturaux. Par la liberté gestuelle de ses œuvres, il nous rappelle l'automatisme et il va la combiner à la rigueur, à la couleur des plasticiens, à l'énergie, au corps à corps de l'expressionniste abstrait. Donc, ce grand artiste reste assez inclassable dans une seule catégorie, tant ses œuvres se sont renouvelées et réimaginées au fil de sa carrière. Donc, cette exposition va vous faire découvrir plusieurs décennies de la pratique de l'artiste, donc de 1962 à 1986, au travers desquelles son style, sa palette et ses techniques ont évolué. Donc, nous vous présenterons notamment ces tableaux des années 60, très près de l'art optique, au visuel très percutant et envoûtant, ces splashs des années 80 qui interpellent le regard par leur apparente symétrie qui est toutefois trompeuse. Les œuvres d'Urtubise, dynamiques et colorées, éblouissent par leur composition complexe, comme on a un bel exemple à l'écran. En apparence contrôlée et calculée, ces œuvres sont pourtant énergiques, gestuelles et spontanées. Donc, l'exposition vous fera également découvrir une facette un peu plus méconnue de la pratique de l'artiste, donc qui est influencée dès son plus jeune âge par des bandes dessinées américaines comme Tarzan, Spider-Man ou Batman. On retrouve ainsi des inspirations ou carrément des fragments de ces pages de bandes dessinées à travers des collages ou des références stylistiques que dans des ouvrages et certaines œuvres que nous vous offrons de découvrir. Donc ça, c'est la petite surprise qu'il va falloir venir voir parce que vous n'avez pas d'exemple à l'écran. Donc, l'exposition présente également plus d'une vingtaine d'œuvres sur toile. De grand format, les œuvres sélectionnées vous offrent une immersion donc dans l'univers coloré et acidulé de l'artiste, pour qui la couleur va rester au fil des transformations que subissent ses approches et ses toiles, son médium principal.
Donc, à travers ce parcours des différentes périodes qui ont animé la production de l'artiste, nous souhaitons également rendre hommage à ce grand peintre qui nous a quittés en 2014 et à l'originalité et l'unicité de son œuvre au sein de la peinture au Québec. Donc, la commissaire Anne-Catherine Léonard souhaite remercier en premier lieu M. Jacques Urtubis pour l'ensemble de son travail. C'est quelqu'un qu'elle a eu la chance de connaître. Également, elle tient à remercier Monique Colangelo, Christiane Deshaies et son conjoint Guy Lepage pour leur support, leur aide et leur confiance dans le montage de cette exposition. La commissaire tient également à remercier la Galerie Simon Blais et le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui ont rendu possible l'aboutissement de cette exposition que vous aurez la chance de découvrir en nos murs cet été. Donc, je fais ça assez bref pour mon côté, mais je vous souhaite une belle découverte des œuvres de Jacques Urtubis au MAC-BSP cet été. Merci Frédéric. À ce moment-ci, on va vous rappeler également que durant notre été estival qui s'en vient, il faut aller visiter notre exposition Observer, notre expo permanente, qui sera bonifiée au cours des prochaines années. C'est très important parce que pour nous, c'est une exposition qui est très numérique. On attire les jeunes, on attire les parents, on attire les familles. On en est très fiers. Et je vous dirais aujourd'hui qu'on obtient tellement de bons commentaires que ceux qui ne l'ont pas vu, il faut absolument, c'est un incontournable, vous devez y aller. Je vous annonce également que durant l'été, nous aurons encore une fois cette année 4 concerts du domaine Forget. Ces concerts-là, je l'ai répété à maintes reprises l'année dernière et je continue à le répéter. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Nous désirons à le bonifier, nous continuerons à le bonifier et nous voulons offrir encore plus de concerts avec eux. C'est des prodiges qui viennent au musée et on veut faire profiter leur talent à toute la population. Alors, je vous annonce que le 23 juin à 16 h, il y aura un ensemble avant. Le 28 juin à 14h30, il y aura de la musique de chambre. Le 11 juillet à 16 h, il y aura un concert de guitare. Et le 10 août à 2h30, il y aura un quatuor à cordes Cobalt. Et finalement, nous allons dans un moment incontournable de notre programmation. Je cède la parole à Sylvie Lacerte, directrice artistique du 37e Symposium, qui en aura vraiment beaucoup à vous dire et qui vous parlera de choses grandioses et internationales qui s'en viennent à Baie-Saint-Paul. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Je me sens très heureuse de vous voir pour mon 2e symposium, l'année dernière avec, vous vous en souvenez, l'art et la politique. Donc cette année, on est dans une thématique art, architecture, paysage et environnement, à travers laquelle il y a toujours un petit fil politique qui est sous-jacent. Et vous allez voir avec les présentations des artistes que je vais vous faire. On a la chance aussi d'avoir comme porte-parole du symposium et du musée cette année Pierre Thibault, le concepteur du musée, qui est aussi un architecte reconnu. Donc, on est vraiment très heureux de l'avoir. Et comme présidente d'honneur du symposium, j'ai fait appel à Linda Kovitt, qui est une grande artiste en art public, plus particulièrement, qui a accepté avec grand plaisir de venir ici. Donc, Linda a créé des œuvres d'art public partout à travers le monde, en Chine, au Texas, au Québec, évidemment, partout au Canada. Et elle a une très belle reconnaissance. Elle a une œuvre qui s'en vient qui s'appelle Hydrosphère. Je ne sais pas si tu l'as. Non? OK. Ah oui, c'est ça. Qui va être installée au Grand Quai du Port de Montréal bientôt. Elle a fait aussi la commande du Centre universitaire de santé McGill, qui est une œuvre monumentale et vraiment très, très belle. Donc, on est très heureux de la voir. Et puis, dans le parcours photographique, je vous donne un punch avant le temps, là, mais on aura des images de son travail à l'entrée du stationnement, comme on a eu l'année dernière et encore maintenant pour le travail de Aidan Matlabi. Alors, les artistes, il y en a 12. On a eu des choix déchirants à faire cette année parce qu'on a eu de très, très bons dossiers qui ont été
déposés. Donc, c'était pas toujours évident de faire des choix, mais on a essayé évidemment de choisir des artistes dont les projets se collaient vraiment à la thématique et dont la démarche aussi était proche de la thématique pour pas qu'on ait des artistes qui essaient de rentrer dans une case alors que c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, la première, Anne Ardouin, qui est une artiste en art visuel. Elle est aussi réalisatrice de documentaires, elle est chercheure. Elle essaie elle élabore une réflexion entre le scientifique et le poétique. Elle est de Québec, ça peut-être que vous l'avez vu sur le... Alors cette année, dans son projet, elle va travailler avec des adolescents, un groupe d'adolescents, et ils vont faire des portraits de ce qu'ils connaissent de Baie-Saint-Paul, soit par des dessins ou des photographies. Donc, elle va les guider dans ce parcours-là. Et puis, dans son atelier, qui sera à l'étage, on pourra voir le parcours autant de l'artiste que des enfants avec qui elle va travailler. Il va y avoir à peu près une dizaine d'enfants, c'est ça, avec Anne. Deuxième artiste, Georges Audet, né à Jonquière, mais qui vit et travaille à Montréal, qui est un artiste vraiment formidable et qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Il est aussi bachelier en architecture de l'Université Laval, mais il concentre sa vie aux arts visuels depuis un bon moment. Donc, Georges explore et représente l'univers des contes, des mythes, des archétypes, de même que celui des architectures et topographies imaginaires incertaines et paradoxales. Donc, il souhaite réaliser une installation autour de l'idée de lieu, en référence à l'environnement socio-géographique particulier de Charlevoix, dégager des trames, des traces, des motifs et des structures. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous allez voir, c'est que les artistes ont vraiment voulu se coller à la région, à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, et ça, c'est ce qui nous a vraiment ravis dans l'étude de nos dossiers. Les prochains, c'est un duo, contrairement à ce que vous voyez à l'écran. Le duo s'appelle Béchard-Hudon. Donc, on enlève les prénoms. Il n'y a pas de plus entre les deux noms. Donc, Béchard-Hudon est un duo. Catherine Béchard est née à Sept-Îles, Sabin Hudon à Montréal. Ils vivent et travaillent à Montréal ensemble depuis 1999. Alors, ce sont des artistes du son qui font aussi des installations qu'on peut voir à travers lesquelles il y a du son. Ils ont d'ailleurs fait une magnifique œuvre au CHUM à Montréal dans l'ancienne tour d'une chapelle qu'il y avait là, et c'est une installation sonore. On entre à l'intérieur et là, on est vraiment en immersion autant visuellement que auditivement. Alors, leur projet s'appelle « Ausculter les espaces ». Ils vont s'intéresser à la résonance acoustique des différentes architectures de Baie-Saint-Paul. Donc, encore une fois, ils sont vraiment collés à la région dans laquelle ils vont travailler pendant le symposium. Prochaine artiste, Sylvie Bouchard. Sylvie Bouchard est une peintre. Et donc, comme le symposium a commencé par la peinture, c'est un événement de peinture, c'est important d'avoir des peintres à chaque année. Alors, Sylvie, il y en aura d'autres, vous allez voir. Donc, Sylvie Bouchard, son projet s'appelle « Rassembler le regard ». Et comporte 3 partitions murales fixées de façon à créer un angle de vision suggérant un point de vue imaginaire. Le projet jouera sur la perception d'espaces inspirés de vues et d'éléments rattachés à la région de Charlevoix, lesquels feront partie d'une représentation théâtrale et fictive. Et alors, ces œuvres-là vont être installées partout dans l'école Thomas Tremblay. J'ai oublié de vous dire, j'ai été la première directrice artistique à avoir la chance et le privilège de travailler dans l'école Thomas Tremblay l'année dernière. Et c'était vraiment une grande joie de faire ça. Et je suis très heureuse de pouvoir y revenir encore cette année. Donc, on poursuit la tradition. Prochaine artiste,
Anne-Carine Bourdeau-Leduc, qui est une jeune artiste et qui a gagné le prix Albert Dumouchel pour la relève artistique en 2015. Elle a un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Elle vient à peine d'avoir son diplôme en 2016 et elle s'intéresse, elle, aux espaces et éléments architecturaux qui s'inspirent du postmodernisme par la juxtaposition et le collage de références architecturales. Alors ici, vous voyez dans l'image toutes sortes une installation qui fait référence à des matériaux qui sont utilisés en architecture, en construction. Et donc, c'est un corpus qui aussi nous démontre un certain humour envers l'univers de la construction et de l'architecture. Alors, son projet s'appelle « Il faut bâtir avec les roches que l'on a ». Son installation in situ va regrouper des dessins et des constructions d'éléments architecturaux réalisés en gypse. Elle souhaite s'inspirer de revêtements de bardeaux, de toits mansardés, des chambranles, des jeux de briques qui entourent les fenêtres et particulièrement des édifices qu'on peut voir dans la région. Richard Cloutier. Donc, Richard Cloutier qui vit à Saint-Tite-des-Caps, alors un résident de Charlevoix et qui enseigne à l'Université Laval en architecture. Donc, lui a un bac en architecture et une maîtrise en arts visuels, mais il a pratiqué l'architecture aussi. Alors, dans sa peinture, il fait une recherche picturale qui revisite l'abstraction géométrique à travers le prisme de sa pratique d'architecte. Donc, son projet va se composer de tableaux grand format, assemblés sous forme d'installation à mi-chemin entre la peinture et l'architecture habitée. Ensuite, Gillian Dykeman, qui, elle, vient du Nouveau-Brunswick. C'est une artiste qui s'adonne à plusieurs disciplines, dont la performance, la sculpture, la vidéo, le son, l'installation, et elle fait de la critique d'art aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son œuvre, qui s'appelle Appetite, appétit, va comporter une performance où elle va bûcher du bois. Donc, on aura des bûches de bois et elle montrera à l'intérieur de son atelier une représentation de l'œuvre Spiral Jetty qui avait été créée par Robert Smithson au début des années 70 et fera avec ça un hommage et une critique des œuvres de land art. Donc, ça sera une performance et une œuvre visuelle aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Hua Jin, qui est né en Chine et qui vit et travaille à Montréal depuis quelques années, a une maîtrise de l'Université Concordia et un bac de l'Emily Carr University of Art and Design à Vancouver. Donc, elle s'inspire évidemment de sa tradition orientale, comme on peut le voir ici avec cette installation vidéo à 8 canaux que j'ai vue en vrai récemment, et c'est vraiment très, très beau. Donc, elle va faire une installation tridimensionnelle, interactive et ludique qui se composera de perles, ce matériau issu de la culture des Premières Nations. En organisant des perles de différentes couleurs, l'artiste souhaite illustrer sur ses rideaux perlés des images des paysages locaux de Baie-Saint-Paul. Et quand les gens ouvrent le rideau, le mouvement brouille les images fixes de la nature, comme on le voit ici dans sa vidéo d'ailleurs, qui éventuellement finira par se calmer et retournera à son origine. Denis Lantaigne, un autre artiste du Nouveau-Brunswick, qui, lui, depuis 2011, construit à Caraquette, là où il vit, des installations extérieures dans un champ qui jouxte sa maison, qui lui appartient, et qui longe la rue principale. Alors, ces installations présentent une facture, une thématique qui porte sur l'architecture. Alors,
pour le symposium, il propose un projet architectural intitulé « La maison de Molinari ». Et la maison de Molinari qu'il va construire va être installée à l'extérieur de l'école, juste ici à côté de la porte. Alors, il va construire une structure triangulaire, simple, avec une toiture fixée à une plateforme montée sur 4 piliers. Et elle sera peinte à la manière des tableaux de Molinari avec des grandes bandes de couleurs. Et donc, ça devrait être pas mal intéressant de voir ça. Prochain artiste, Sébastien Moog, né en Allemagne, mais qui vit et travaille en Suède depuis plusieurs années. C'est un artiste qui a exposé en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Et son travail est marqué par un ancrage social, affirmé par un examen des questions comme l'urbanisme débridé, l'embourgeoisement et la survie des espaces ruraux. Donc, toujours un petit filin politique et social qui traverse les œuvres de la plupart des artistes. Alors, il fait un travail vraiment all over et il propose de faire un travail qui va être sur tous les murs de son atelier, sur le plancher, peut-être même au plafond, en s'inspirant de ce qu'il verra ici à Baie-Saint-Paul. Je souligne d'ailleurs qu'il fera, après le symposium, une résidence à Vaste et Vague. Donc, manifestement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe ici au Québec. Erika Stoller, née à New York et qui vit à Rye, dans l'État de New York, aux États-Unis. Elle porte une attention particulière aux fils et aux câbles des poteaux téléphoniques, aussi bien qu'électriques. L'an dernier, on avait Marie-Christiane Mathieu qui avait fait un travail particulièrement sur les pylônes, mais qui avait un regard très, très critique sur cette omniprésence-là. Mais dans le cas d'Erika Stoller, c'est un peu autre chose parce qu'elle prétend que toutes ces structures qu'on voit tous les jours deviennent invisibles. On ne les voit plus tellement on y est habitué. Donc, elle part de ces structures-là. Elle utilise des matériaux recyclés à partir de ces structures-là et fait des sculptures. Et souvent, ces sculptures-là deviennent en fait une installation qui occupe tout l'espace. Et c'est ce qui va arriver dans le cas de son projet pour Baie-Saint-Paul. Finalement, Martha Townsend, qui a exposé à la Fondation Molinari, merci, dont on voit les œuvres ici, une superbe exposition. Alors, c'est une artiste qui fait un travail très, très épuré, qui a aussi fait des œuvres d'art public au Centre universitaire de santé McGill notamment et au Musée des beaux-arts de Montréal. Et son projet, elle compte réaliser 2 œuvres cumulatives, toutes deux à partir de la forme simple du carré, de manière à créer un espace intérieur qui donne l'impression d'être personnel, enveloppant et propice à la réflexion. Donc, en fait, elle va créer des frises qui vont partir du plafond de son atelier et qui vont se poursuivre dans le couloir de l'école. Alors, les artistes vont vraiment investir les lieux cette année. Beaucoup d'autres choses, les conférences. Donc, on aura une première conférence qui sera plutôt en forme de discussion entre Linda Kovitt et moi-même. Elle aura une présentation visuelle qui accompagnera notre discussion. Deuxième conférencier, Georges Adamczyk, anciennement directeur de l'École d'architecture de l'Université de Montréal et toujours professeur à l'Université de Montréal, à l'École d'architecture, ce que l'art fait à l'architecture. J'ai très hâte d'entendre cette conférence-là, parce que souvent, quand on fait des projets en art public, il y a des petites tensions là, entre les architectes et les artistes, et donc Georges va nous parler de ça. Ensuite, Catherine Bolduc, qui a aussi fait des projets d'art public et qui, elle, s'intéresse beaucoup à la question du paysage.
Alors, c'est de ça dont elle va nous parler. Ensuite, « Et si la beauté rendait heureux », de Pierre Thibault, et il y a d'ailleurs un livre qu'il a écrit avec ce même titre, donc il va venir nous parler de la qualité, l'importance de l'architecture qualitative et des effets que ça peut avoir sur nos vies. Le 17 août, Jean-Pierre Chupin, professeur à l'École d'architecture de l'Université de Montréal également, lui va nous parler de ce fameux événement Burning Man, ou éteindre l'utopie, donc avec un rapport très critique sur cet événement qui a lieu depuis une trentaine d'années dans un désert de la Californie. Et donc, on a hâte aussi d'entendre ce qu'il va nous dire. Et puis, je ferai un bilan de la 37e édition du symposium le 25 août. Ça ne prendra plus la forme d'une visite des ateliers, parce que l'année dernière, on s'est aperçu qu'avec la configuration des lieux dans l'école par rapport à ce que c'était dans l'aréna, c'était assez compliqué d'emmener les gens dans des couloirs un peu étroits. Donc, on va faire ça ici. On n'a pas trouvé la formule encore, mais on y travaille. Je voudrais rajouter, on ne l'a pas sur la présentation, que Artext, le Centre de documentation Artext de Montréal, va aussi présenter une exposition. On en avait eu une l'année dernière qui était installée ici dans la grande salle. Cette année, elle sera dans une des classes au 2e étage, et ça va s'appeler Inside Outside, images du territoire dans la collection d'Artext. Donc, une exposition très en lien avec la thématique du symposium. Et dans la même salle, on aura un film en continu de 30 minutes qui s'appelle My Summer 77 with Gordon Matta Clark, artiste décédé il y a déjà un bon moment, mais qui, lui, a fait un travail assez radical entre architecture et art visuel. Donc, je vous invite à venir voir ça. Ça va être vraiment intéressant. Alors, les films, Brasilia, Life After Design. Donc, que se passe-t-il maintenant dans la ville de Brasilia, qui est une ville qui est la capitale du Brésil, mais qui a été créée de toutes pièces par l'architecte Oscar Niemeyer. Donc, il y a des critiques d'architecture qui vont nous parler de la ville et qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là maintenant. Elevated Thinking, The High Line in New York City, donc ce parc surélevé sur une ancienne voie de chemin de fer qui a été créé il y a déjà une bonne dizaine d'années grâce à la volonté de certaines personnes, notamment des gens qui habitaient dans ce coin-là. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. La modernité indienne, l'architecture de Raj Rawal. Quand j'ai vu la bande-annonce, moi, je ne connaissais pas du tout cet architecte-là. Et donc, on va aller à travers toute la production de cet architecte et des immeubles, j'allais dire des œuvres, mais c'est vraiment des œuvres qu'il a fait partout à travers l'Inde. Ensuite, Anthropocène, là, on est plus dans l'environnement. Donc, l'Anthropocène, l'époque humaine, qui a été réalisée, entre autres, par Edward Burtynsky, qui a fait beaucoup de photographies des désastres, justement, créés par l'homme. Et donc, c'est un film un peu apocalyptique, mais je pense qu'on a besoin de voir ça. Et finalement, La fille du cratère, on est vraiment heureux d'avoir ce film-là, réalisé, attendez, par Nadine, excusez-moi, deux réalisateurs, Nadine Baudet et, bon, en tout cas. Alors, c'est au sujet de la veuve du cinéaste Pierre Perrault, donc Yolande Simard-Perrault, qui a eu une vie à elle, à part être la femme de, c'est une anthropologue, et qui s'est intéressée
au cratère de Charlevoix, à l'astroblème de Charlevoix, créé par cette fameuse chute de la météorite il y a 400 millions d'années. Donc, elle va nous parler de ça et de ses recherches. Et elle viendra aussi, donc on sera en présence de Yolande Simard-Perrault et il pourra y avoir une discussion à la fin de la projection avec elle. Et je pense que les réalisateurs sont ici également. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, puis il y a le parcours. Vous allez voir à l'arrière de votre brochure tous les événements, une belle brochette d'événements. Je voudrais remercier... ah oui, le spectacle de clôture, on a oublié de lui faire une page à lui tout seul, mais Émile Procloutier sera donc l'artiste qui viendra faire le spectacle de clôture le 25 août prochain à 19h et on est vraiment très content de l'avoir. Son spectacle s'appelle « Au cœur des cités grises ». Je pense que ça va être pas mal intéressant. Alors, voilà. Et un grand merci à Dominique Mousseau, notre designer graphique qui a fait un travail absolument formidable et qui poursuit son travail aussi sur le Sentier de l'Art. Là, on voit des photos du Sentier de l'Art de l'année dernière. Alors, comme l'année dernière et d'autres années avant, il y aura des panneaux sur le quai, un peu partout à travers la ville, à l'Hôtel Germain aussi, qui vous permettront de faire connaissance avec la démarche des artistes. Il y aura des textes avec bio et démarche sur le travail des artistes. Donc, c'est le programme du symposium. Merci beaucoup. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Lacerte. Comme vous avez pu le constater, il y aura beaucoup de choses, encore une fois, cet été à Baie-Saint-Paul. Nous sommes très fiers de cette programmation. Je te remercie personnellement, Sylvie, d'y avoir mis beaucoup d'efforts et beaucoup de temps d'études de dossiers. À ce moment-ci, on veut vous parler d'un partenariat qui est très important pour le MAC-BSP. Thierry Eck, le directeur général de l'Hôtel Germain-Charlevoix, vient nous présenter encore une fois pour la deuxième année consécutive un partenariat que nous avons ensemble et ça me fait plaisir de lui céder la parole à ce moment-ci. Alors, merci énormément, Martin. Je pense qu'on peut se réjouir tous de voir la richesse et la diversité de ce qui nous attend pour cette saison 2019. En ce qui nous concerne, pour les hôtels Germain, on réitère naturellement notre support et notre engouement pour l'art et justement, ce qu'on veut, au-delà d'un partenariat d'échange et de présence, etc., mais on veut aussi être en quelque sorte l'extension du musée et d'offrir nos aires pour que les œuvres et les pièces qui sont exposées, notamment à l'extérieur avec le sentier de l'art, notamment, mais aussi avec la mini-galerie que nous avons au premier étage de nos salons, que nos invités et que les passants qui viennent visiter notre région, qui restent à l'hôtel ou qui passent seulement, puissent apprécier aussi et profiter de la richesse et des arts qui sont offerts. Mais cette année, dans notre partenariat, on a essayé d'aller un petit peu plus de l'avant, essayer de s'impliquer un peu plus, puisque plus qu'une infrastructure, on veut aussi offrir nos ressources humaines. On veut que nos employés soient impliqués un peu dans cette démarche. Et à ce titre, d'ailleurs, ils vont recevoir une formation pour être à même d'expliquer le concept du sentier, pour expliquer par exemple l'œuvre d'art, le phare, qui est situé à l'arrière de l'hôtel, la pièce de René de Rouen dont un peu plus tôt on a mentionné, qui lors de mon arrivée il y a 1 an était pour moi un point d'interrogation. Je n'osais pas demander exactement ce que c'était, mais c'était en hiver, donc la pièce n'était pas encore faite dans son ensemble et on m'a expliqué que chaque année nous remontons les petites sculptures de terre cuite, peintes, etc., qui devient en effet quelque chose de tout à fait différent, une autre dimension.
Donc, nos employés vont être à même de pouvoir partager avec nos invités qui parfois posent des questions, veulent en savoir un peu plus. Et notre partenariat, naturellement, tout comme l'année dernière, avait donné l'opportunité à des centaines de visiteurs de recevoir une entrée gratuite pour le musée. Et je pense que nombreux ont exprimé leur satisfaction quand ça a été une réussite. Et encore cette année, nous allons avoir la même dynamique pour faire profiter à tous ces gens-là. Puis enfin, quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, c'est je pense que l'art, il faut le développer dès le plus jeune âge et laisser aux plus jeunes aussi l'opportunité de découvrir et d'apprécier au travers de ce qui leur est offert. Donc cette année, pour nos jeunes invités, les enfants, nous aurons des activités ludiques et formatrice justement avec un parcours, le passeport parcours, donc qui va amener le musée à l'intérieur de l'hôtel et pour nos jeunes invités, l'opportunité de se déplacer à travers un parcours, de découvrir non seulement le Sentier des Arts, mais aussi les installations, je crois, sur place ici au musée et également la maison mère, etc. Donc tout un parcours ludique et à la fois éducatif. Donc ceci pour conclure, je pense, un partenariat très riche et très intéressant que nous souhaitons développer année après année et puis à amener les gens à découvrir ce privilège que nous avons tous de partager, d'avoir le musée d'art contemporain ici à Baie-Saint-Paul. Donc, encore une fois de plus, le groupe Germain est très heureux de pouvoir participer et de soutenir vos activités. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis avec Mme Pascale Baudet. Bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes la commissaire de l'exposition de M. Derouin. c'est bien ça. Alors, M. Derouin, de retour à Baie-Saint-Paul. Oui. Ça fait déjà quelques années qu'il avait fait l'installation, le phare. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous ramène, M. Derouin, ici à Baie-Saint-Paul? En fait, c'est deux choses. C'est d'abord le largage, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans, René Derouin avait largué des statuettes au fond du fleuve Saint-Laurent, au large de Baie-Saint-Paul. Et le deuxième événement, c'est la série Le Mur des Rapaces. Alors, il va y avoir une trentaine d'œuvres qui vont être exposées au musée. OK. Et le fait d'un peu un retour par rapport aux statuettes, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'était, dans le fond, Oui. le principe de ça? René Derouin avait préparé une exposition qui a été montrée à la fois au Mexique et au Québec. Et c'était donc une grande installation avec toute une série de ces petites statuettes qui sont comme au phare et qui représentent des migrants, des gens qui passent d'un endroit à l'autre sans avoir de maison. Et donc, il en avait fait à peu près 20 000, plus ou moins 20 000. Et il en a largué une grande partie dans le Saint-Laurent. C'était une espèce, pour lui, de sacrifice au fleuve, c'est-à-dire qu'il allait donner au fleuve comme musée, finalement, parce que les statuettes reposent maintenant dans le fond du lit du fleuve, donc c'est comme si le fleuve devenait un musée. Il prend, dans le fond, le fleuve pour devenir un peu un musée pour ses statuettes. C'est ça. Alors, M. Derouin travaille beaucoup avec la symbolique. Oui. C'est très présent dans son travail. Mais c'est vraiment toujours double chez René Derouin. C'est qu'il y a à la fois le travail graphique qui est très, très important, avec des dessins très soignés, des découpages, des collages, de la linogravure, c'est très varié. Et aussi, en même temps, une symbolique qui est toujours présente. C'est quelqu'un qui est très conscient des inégalités sociales et des injustices. Il va refléter tout ça dans ses œuvres. Alors, il y a souvent un double message dans son travail, si je comprends bien. Exactement. Alors, son exposition va être à partir de quelle date? C'est à partir du 15 juin et jusqu'au 3 novembre. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons remercier également à ce moment-ci nos partenaires et généreux commanditaires qui sont le Casino de Charlevoix, le gouvernement du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, la Ville de Baie-Saint-Paul, la Fondation RBC, Tourisme Charlevoix, MRC de Charlevoix, SDLE, MRC de Charlevoix-Est, Association des musées canadiens, Desjardins, le Germain Hôtel Spa Charlevoix,
La Fabrique culturelle, les magazines S et Inter. Nous vous remercions encore une fois d'être ici, d'avoir pris le temps de prendre en considération notre programmation estivale. C'est très important pour nous. Et je tiens également à vous annoncer que la semaine prochaine, on va vous faire d'autres petites annonces intéressantes. Il y aura une fin de semaine qui s'en vient, qui sera très, très chargée au mois de mai. Ça sera exceptionnel et je vous laisse là-dessus. Merci.